Bien, écoutez, je vous propose de commencer. Donc ce troisième cours donc de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt qui porte sur la robotique. Ce troisième cours est consacré, donc, je l'ai intitulé « Vers une théorie de l'action anthropomorphe ». Tout d'abord, je vais vous présenter un cours que j'ai intitulé les espaces de l'action, donc vis-à-vis des systèmes anthropomorphes, et parler de systèmes redondants et d'algèbre linéaire, un tout petit peu de mathématiques pour voir comment les roboticiens abordent ces problèmes. Le séminaire qui suivra ce cours donc, sera donné par le professeur Alain Berthoz et traitera de simplexité et de complexité, des concepts communs au cerveau et aux robots. C'est posé sous forme d'interrogation. Je crois que nous travaillons au fait que ça devienne une affirmation. Bien, donc je vais commencer donc par les espaces de l'action anthropomorphe, système redondant et algèbre linéaire. Comme à chacun des cours qui ont précédé, je redonne un petit peu cette définition de la robotique qui traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Donc je mets dans la définition de la robotique, en la définition comme ça, le mouvement comme une fonction centrale qui distingue le robot d'un ordinateur qui ne ferait que traiter de l'information. Donc, et aujourd'hui, on va parler de systèmes particuliers qui sont les systèmes anthropomorphes. Alors, qu'est-ce que c'est que les systèmes anthropomorphes? Ce sont des robots humanoïdes, mais il y a aussi l'homme comme système anthropomorphe. Alors, dans le tout premier cours, j'avais abordé les différents champs d'application de la robotique que j'avais structuré à travers un rapport de la machine à l'espace, et en particulier de son rapport au monde au sens géométrique du terme, c'est-à-dire les deux grandes fonctions du mouvement, c'est explorer un espace, donc se déplacer par rapport à un repère absolu, et puis manipuler, que j'avais défini comme un rapport plus de proximité, donc lié à des référentiels qui sont beaucoup plus locaux. Alors quel sens ça prendrait dans le deuxième cours? J'avais repris cette analyse des espaces pour essayer de définir ce qu'on peut qualifier d'autonomie. Qu'est-ce que c'est qu'une machine autonome? Et on avait parlé de la boucle perception, décision, action, qui liait ces trois espaces fondamentaux qui sont l'espace physique où l'action se déroule, et puis les espaces de la machine qui perçoit et agit sur le monde à travers des capteurs et à travers des moteurs. Donc on avait en gros trois formes d'espace, l'espace physique, l'espace sensoriel et l'espace moteur. Ce n'est pas nouveau, c'est Poincaré, on avait défini les termes, on en a parlé la dernière fois, et ce que j'avais retenu dans une de ces remarques, c'est que le but, en fait, on peut reprendre, le paraphraser pour dire que le but du roboticien, c'est de chercher la géométrie qui va lier ces espaces. Et non pas la géométrie la plus vraie, mais la plus commode. Et encore une fois, cette citation vient de Henri Poincaré. C'est-à-dire on a une multiplicité de choix pour représenter ces relations-là. Il faut en choisir une. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel type de géométrie on peut considérer dans le cas des systèmes anthropomorphes? Comment se fait ce lien entre l'espace sensoriel, l'espace moteur et l'espace physique? Donc, il s'agit donc d'explorer les possibles géométries, c'est-à-dire les possibles représentations des différents espaces considérés. Dans le cas donc des systèmes anthropomorphes, on va pouvoir distinguer l'espace interne au robot, qui correspond finalement à l'espace des postures, c'est-à-dire c'est une perspective qui est locale, et je définirai la posture comme étant l'ensemble des variables articulaires du squelette qui vous permet de décrire cette posture de danse. Vous voyez par exemple que l'angle entre
la cuisse droite et la jambe droite est égale à 0, c'est-à-dire la jambe est tendue, hein, tandis que pour la jambe gauche, il y a un certain angle. Bon, vous pouvez uniquement à partir de ces angles parfaitement décrire la posture de la danseuse. Pour ce qui concerne, donc ça c'est l'environnement, si vous voulez, d'une certaine manière local, celui que j'ai pu appeler dans le premier cours l'environnement de manipulation, hein, dans le cas d'un robot manipulant. Ensuite, vous avez à placer ce système dans l'espace, dans le monde, dans un référentiel, dire, ben oui, il est à cette place et il n'est pas à cette autre place. Hein, il est situé dans l'espace. Généralement, bon, sur une surface, il faut 3 variables, c'est-à-dire 2 variables de position x, y et une variable d'orientation θ. Donc ça, c'est une perspective plus globale. Je suis ici, je veux aller dans la cour du Collège de France, tandis que les variables articulaires vous donnent des informations plus locales, vont permettre de faire varier la posture. Donc il y a posture et placement. Eh bien, je vais essayer de... Maintenant, on a introduit un certain nombre de paramètres, les variables internes qui définissent la posture, les variables de placement, x, y et θ. Alors, on va les réunir entre elles et on va considérer donc un espace qu'on va appeler l'espace des configurations, qui réunit à la fois l'espace des postures et l'espace des placements. Bien, donc vous voyez, il y a une certaine forme là d'espace pour l'instant un petit peu abstrait, mais on a parlé quand même d'angle, on a parlé de position XY, on a parlé d'orientation, donc on est en train de construire cet espace. Alors examinons maintenant de plus près le lien qu'il y a entre cet espace des configurations et l'espace moteur. C'est finalement l'espace sur lequel le système va agir. Alors l'espace moteur, en fait, si on regarde bien, dans le cas d'un système anthropomorphe, il n'agit que sur l'espace des postures, c'est-à-dire ce que j'ai la capacité de faire moi-même, on le verra avec des actionneurs, avec des moteurs, c'est de faire varier les angles de mes différents segments corporels. Je suis capable de faire ça. Les variables motrices agissent sur les variables de posture, pas sur les variables de placement. Si je veux me déplacer, pas directement sur les variables de placement, si je veux me déplacer, finalement, c'est en modifiant ma posture. Je n'ai pas, pour me déplacer, il va falloir que je lève une jambe, que je la pose à terre, que je lève l'autre, etc., que je mette un pied devant l'autre et que je recommence. Ça s'appelle la locomotion. Ça s'appelle la locomotion, mais on peut dire que, d'une certaine manière, l'homme, le système anthropomorphe, est sous-actionné dans la mesure où il n'a pas de moteur propre à faire varier les variables x, y et θ. Il ne peut faire varier ces variables de placement qu'à travers de la variation des variables de posture. Donc c'est complètement indirect, et c'est pour ça qu'on dira que le système est sous-actionné. Alors on n'en parlera pas aujourd'hui, ou très peu. Le système sous-actionné, c'est-à-dire l'étude de la locomotion, la fonction qui lie posture et déplacement, ça fera l'objet du cours du 12 mars. J'ai fait un cours dédié à cet aspect de la locomotion. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt l'espace des postures et sa relation avec l'espace moteur. Donc l'espace des postures, en gros, j'ai parlé de variables articulaires, il y en a une trentaine. Alors bien sûr, on peut en considérer beaucoup plus si on regarde les détails de l'anatomie du squelette humain. Il y en a beaucoup plus, mais bon, restons. En tous les cas, pour les robots humanoïdes, c'est une trentaine de degrés donc de liberté qui vous définissent l'angle du coude, de l'épaule, l'angle avec le genou, la cheville, enfin, etc. 30 angles vous définissent la posture. Alors dans le cas du robot, l'espace moteur, eh bien, on a en gros, traditionnellement, pour les systèmes qu'on considère comme ce robot HRP2 ici, qui va servir un petit peu de fil conducteur à la présentation, il y a en gros 30 moteurs. Donc il y a un moteur qui fait varier l'angle du coude, de l'épaule, en fait, etc. Bien, dans le cas de l'homme, c'est un petit peu plus complexe. Il y a une redondance motrice dans le sens où pour animer le squelette, on dispose en gros, là aussi, c'est des ordres de grandeur, mais de l'ordre de 600 muscles. Donc on peut dire que vis-à-vis de la posture, chez l'homme, il y a une redondance motrice qu'il n'y a pas chez le robot humanoïde.
du moins sur le robot humanoïde là, que je considère ici, HRP2. Redondance motrice, ça veut dire que j'ai en gros 30 variables articulaires à faire varier et je dispose de 600 muscles. Vous vous rendez compte un petit peu cette complexité? Enfin, il va falloir que je fasse des choix simplement parmi 600 paramètres pour en faire varier un seul. Quel muscle doit agir sur mon bras pour que je puisse faire ce mouvement de variation angulaire? J'en ai 600, on sent bien qu'il y en a pas mal qui ne servent à rien. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est redondance dans ce sens-là. On a beaucoup trop de muscles. Bon, je reviendrai à un moment donné sur la redondance motrice. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la redondance posturale. Alors, on va essayer de préciser le lien qui s'établit entre l'espace physique et l'espace des configurations. On va y revenir à travers un exemple très simple que j'avais donné lors de la leçon inaugurale pour ceux qui y ont assisté. Là, je vais y revenir là, très rapidement et très simplement. Je considère là un système qui n'est pas du tout un système anthropomorphe, c'est un système très simple fait de 2 barres articulées dans le plan hein, qui peuvent être en rotation. Bien, donc ça, tout se passe dans l'espace physique. Il me faut 2 angles hein, pour caractériser la position de ce système-là dans le plan. Hein. Il me faut un premier angle ici, un deuxième angle ici. Alors, un angle, vous savez que ça revient toujours à 0, c'est 0 de pi. 0 de pi, on peut le représenter sur un cercle. Voilà, c'est le cercle trigonométrie. Voilà. Et puis, il y a un deuxième angle qu'il faut mettre dans un système de coordonnées un petit peu orthogonal. Donc, je vais simuler ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, ça serait celui qui donne mon orientation corporelle. Et vous voyez que ce que je suis en train de décrire, c'est tout simplement un tore. Donc, sur cet espace-là, qui mathématiquement est un tore, hein, c'est le produit de 2 cercles, hein, si vous voulez, eh bien, cette posture-là du système est représentée par un point, hein, par un seul point dans cet espace-là. Bien. Donc ça, c'est l'espace des configurations du système. Alors, gardez en tête que par rapport à ce que j'ai dit, l'espace des configurations d'un système anthropomorphe, c'est 30 variables articulaires plus 3 de déplacement. Enfin, c'est un espace de dimension 33. Il est hors de question que je vous montre une diapositive d'un espace de dimension 33. Hein. C'est pas possible. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je regarde un problème qui est posé. Le problème qui est, je voudrais aller de cette position-là à celle-ci, par exemple, en évitant les obstacles. Alors, dans cet espace-là, ça a une traduction très simple, c'est comment passer de ce point-là à ce point-là. Hein. Et si vous savez le faire, hein, c'est-à-dire si vous savez faire ce calcul-là, bien, il suffit de suivre ce chemin et vous avez donc un mouvement ici qui va bien éviter les obstacles. Donc ici, une action... Hein, je reprends le terme de l'introduction, on s'intéresse à l'action anthropomorphe. Là, ici, une action, c'est une action très simple, ça a été de bouger, de passer de là à là en évitant les obstacles. Ça donne lieu donc à un mouvement dans l'espace physique, et dans l'espace des configurations, c'est simplement ce qu'on va appeler un chemin, c'est-à-dire l'image d'une trajectoire. Hein, on tue le temps, là, si vous voulez, on a laissé sa trace, l'action a laissé sa trace sur le tore. Bien, alors maintenant, et si je passe par ce petit exemple abstrait, c'est qu'il est absolument fondamental dans le sens où la question maintenant que je vais me poser, c'est quand on parle d'une action, quand on va demander à un robot de faire quelque chose, comment va-t-on exprimer l'action? Est-ce qu'on va l'exprimer dans cet espace-là ou est-ce qu'on va l'exprimer dans cet espace-là? Ça, c'est l'espace physique. Et ici, souvenez-vous, ça a un lien avec l'espace moteur. Le moteur de l'action, c'est cet espace. Mais l'expression de l'action, eh bien, l'expression de l'action, c'est précisément l'espace physique. Alors, dans le cours de la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, j'ai détaillé cet exemple-là, qui était un exemple de planification. Donc, vous avez un robot qui est capable d'ouvrir un tiroir, de fermer une fenêtre, de prendre des objets, de fermer une porte, de l'ouvrir, enfin, etc. Et puis, il a de nombreuses capacités. L'action s'exprime dans le monde physique. C'est-à-dire, que signifie ouvrir un tiroir? Ouvrir un tiroir, ça veut dire
mettre la main sur la poignée du tiroir et effectuer un mouvement qui est dans l'axe du tiroir. Je décris ça dans l'espace physique. Je ne dis pas quelles sont les variables articulaires que je dois appliquer à mon squelette pour que cette tâche-là se réalise. L'expression de l'action se fait dans l'espace physique. Elle repose sur une mise en relation entre les parties du corps du robot ou du système anthropomorphe en général et des parties de l'environnement. Bien. Alors, c'est là où apparaît la notion de redondance posturale en fonction d'une tâche. C'est-à-dire que la notion de redondance ici est liée à l'action que vous avez à faire. C'est-à-dire ici, vous prenez un système anthropomorphe, donc ce petit squelette qui doit prendre un objet. Et regardez, là, il y a 4 postures qui correspondent à l'action, à une même action de prise. La redondance, c'est ça. Hein, c'est-à-dire vous devez réaliser la prise d'objet et vous avez beaucoup de possibilités qui sont offertes à vous. Alors, l'expression de l'action, si je résume, c'est bien mettre le repère d'une main sur le repère de l'objet, mais les conséquences de la redondance, eh bien, vous avez des problèmes de choix. Vous avez des problèmes de choix qui se posent à vous. Quelle main utiliser, au fait? La main droite ou la main gauche? Si vous êtes droitier, vous allez préférer la main droite, mais pourquoi pas la main gauche si la main droite est occupée? Et puis ensuite, vous avez un choix de posture, et là, ce choix de posture, c'est les 30 variables que vous allez utiliser tout simplement pour positionner un repère dans l'espace. Hein? Donc ça, c'est beaucoup trop. Hein? Donc, vous avez vraiment une question qui se pose à vous, la question de la redondance, qui est une question de choix. Alors, comment s'exprime ce choix? Alors, on reprend la figure de la danseuse ici. Si je vous donne dans l'espace des postures, donc souvenez-vous, c'est en gros le tore, hein, si je vous donne un point sur le tore, c'est-à-dire un certain nombre d'angles, donc là je vous donne toutes les valeurs articulaires du squelette ici, hein, exprimées donc par l'ensemble de toutes ces variables Q. Q est une variable de dimension 30. Et si je vous donne toutes ces variables articulaires, vous n'avez aucun problème pour me dire où est la position de la main droite ici sur la barre. Donc, je vais vous prendre un autre petit exemple, peut-être plus abstrait, mais plus simple. Hein. Je prends un petit système articulé de 3 barres, cette fois, et je vous donne ces variables articulaires, cet angle-là, Q1, cet angle-là, Q2, cet angle-là, Q3. Je vous demande de calculer la position de M. Bon, ben, ça sera très simple, ça sera L1 cosinus Q1 plus L2 cosinus de la somme des angles, enfin, etc. Hein, vous avez des équations qui lient ça. Vous avez donc une fonction qui applique à une posture, donc la position d'un organe terminal, ici, de P. D'accord ? Donc ça, c'est la fonction qui passe de l'espace des postures à l'espace physique. Ça, en principe, on la maîtrise très bien, cette fonction. Mais le problème, c'est que vous voulez définir l'action dans l'espace physique. Et dans l'espace physique, par exemple, dans ce petit exemple-là, vous voulez amener le point M au point P. C'est le but. Vous dites au robot, amène M à P. Vous ne dites pas au robot, prends les valeurs articulaires, etc., qui sont comme ça. Donc votre problème, vous, c'est de dire, bon sang de bonsoir, quelles sont les valeurs articulaires de Q qui vont faire que M va être à P. D'accord ? Donc c'est le problème inverse. Hein, vous voulez inverser cette fonction. Vous cherchez à calculer donc une valeur particulière de Q qui sera solution, telle que l'écart entre f de Q étoile ici et ce que vous voulez, la position désirée, soit égal à 0. Donc d'une certaine manière, j'ai appelé E cette fonction-là, parce que c'est une fonction d'erreur. Hein, vous voulez prendre le stylo, vous êtes ici, je dois prendre le stylo qui est ici, eh bien je vais essayer de réduire peut-être cet écart. Alors comment je vais faire? Donc je vais essayer de réduire cette fonction d'erreur qui dépend des variables articulaires, puisque c'est là où se trouvent mes commandes. Je vais essayer de les amener à 0. Voilà. Donc on cherche le 0 d'une fonction. Hein, on cherche le 0 d'une fonction. Bon, problème éminemment compliqué, on ne sait pas faire en général. Bon, quand c'est des équations du second degré et tout ça, oui, on a été à l'école, on sait faire. Mais quand c'est des fonctions beaucoup plus compliquées, eh bien, on va passer par des algorithmes.
hein, des algorithmes numériques, on va faire de l'analyse numérique, on va essayer d'approcher la solution. Bon. Alors comment on va faire, par exemple, un algorithme relativement classique qui est, bon, ben, vous avez cette fonction-là que vous ne connaissez pas, vous voulez trouver vous savez la calculer bien sûr par modèle direct, hein, vous voulez trouver cette valeur Q étoile, eh bien vous allez commencer, là vous êtes un petit peu trop loin de la valeur, hein, vous avez un écart qui est encore assez conséquent, eh bien là vous allez vous amuser à prendre la tangente. Ici, on va supposer que c'est une fonction dérivable et tout. Hein. On va prendre la tangente ici qui va vous définir un nouveau point ici Q1. Et puis, vous allez itérer, voilà, et on va définir un nouveau point Q2 et ainsi de suite. Vous voyez bien que vous allez vous rapprocher petit à petit de la valeur Q étoile. D'accord ? Donc, c'est le principe de base là, de recherche de zéro d'une fonction numérique à variable réelle. Bon, c'est pas très compliqué. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce principe-là est complètement généralisable dans des systèmes multivariables. Hein. Alors, reprenons mon espace des postures, vous vous souvenez, il est de dimension 30. Ça représente, alors en mathématiques, on va dire une variété, et la tangente à la courbe, finalement, eh bien, il va y avoir un espace tangent au point de la variété. Il va y avoir la notion d'espace tangent, donc c'est toutes les dérivées sur les variables Q1, Q2, Q3 que vous réunissez toutes dans un espace tangent. L'ensemble de ces deux espaces-là vont constituer un fibré tangent. Ça y est, vous faites des mathématiques. Hein, bon. Mais les principes vont être exactement les mêmes. Hein. C'est vraiment une généralisation ici. La fonction d'erreur, donc vous allez pouvoir l'exprimer dans l'espace de l'action. Et vous aviez cette fameuse fonction qui était qui faisait le lien entre l'erreur et la fonction de position ici par rapport au but désiré. Eh bien, vous allez pouvoir la dériver. Donc dériver cette fonction avec les dérivées partielles de l'action par rapport aux variables, multipliées de manière assez naturelle hein, par la dérivée temporelle des postures. Et ça vous fait apparaître une matrice, hein, puisque vous devez faire, pour chaque variable, il y a des dérivées partielles, en fait, etc., qu'on va appeler donc la jacobienne de Q. Mais c'est simplement une généralisation de ce principe-là, c'est tout. Hein, vous calculez des dérivées. Hein, le calcul matriciel, de manière anecdotique, je me rappelle quand a été introduit assez tardivement hein, dans l'enseignement, puisque j'étais en mathématiques spéciales au lycée Fermat. Il y avait un professeur de mathématiques à ce moment-là qui allait prendre, M. Tissnes, qui allait prendre sa retraite, qui refusait d'enseigner les espaces vectoriels, les matrices et tout ça, parce qu'il disait que ce n'est pas suffisamment compliqué. Hein, il ne jurait que par l'analyse, hein, bien sûr, ce qui est la partie noble des mathématiques. Hein, l'algèbre, voilà. Non, mais c'est pour dire, bon, c'est des outils qui généralisent et on sait quand même depuis qu'ils sont extrêmement efficaces au niveau de la puissance expressive et aussi. Mais le principe peut être illustré simplement là-dessus. Bien, alors ensuite vous allez essayer d'introduire un comportement de référence ici qui va dire bon, j'aimerais bien que mon erreur décroisse comme moins fois lambda E. On reviendra là-dessus parce que ça a un certain nombre de conséquences. Là, vous voyez qu'en fait, vous avez la dérivée de E sur E qui est égale à moins lambda. Donc, vous avez ici un log que vous inversez, ça devient une exponentielle. Enfin, vous cherchez à aller au but très vite, si vous voulez. Hein, vous cherchez à ce qu'il y ait une décroissance exponentielle au but. Bien. Alors, la transformation, donc, la grande transformation sur laquelle vous allez travailler, c'est la transformation de l'espace tangent à l'action, en quelque sorte, hein, puisque ça va être exprimé dans l'espace de l'action, avec la transformation donc, de l'espace tangent à l'action à l'espace tangent à l'espace moteur. Eh bien, ce lien-là passe à travers une matrice, et il va falloir manipuler des matrices. Eh bien, là, en gros, l'algèbre linéaire, c'est ça. Hein, c'est pas plus que ça. Alors, tout ce formalisme-là a été introduit dans le cadre de la robotique par le pionnier le plus ancien, que je souhaite mentionner ici, qui est Alain Liégeois, qui est un chercheur aujourd'hui décédé, qui a fait sa carrière au laboratoire de robotique de Montpellier et qui, en 1977, a posé les bases
ces systèmes d'inversion. Après, ça a été repris par Yoshi Nakamura de l'Université de Tokyo, qui a passé sa thèse là-dessus. En France, à nouveau, avec Bernard Espiau et Claude Sanson, qui ont introduit la définition de la fonction de tâche, c'est-à-dire qui ont rendu extrêmement précise cette notion de relation entre l'espace de l'action et l'espace moteur. Bruno Siciliano, donc de Naples, a travaillé avec Jean-Jacques Sotting du MIT pour gérer des multiples, on va le voir, contraintes. Oussama Khatib a donné, ici j'ai donné une version de la cinématique, c'est-à-dire je considère que les dérivées premières là-dessus. Oussama Khatib a fait une extension de ça, des modèles dynamiques où il pouvait considérer des forces qui s'appliquent. Et puis vous avez ici Ronan Boulik qui a donné lui aussi des versions, mais qui sont exploitées non pas dans le domaine de la robotique, mais plus dans le domaine de l'animation graphique. Alors en 2 mots, ça se passe comment ? Alors j'ai parlé de matrices, il faut bien en montrer une. Alors plutôt que de les représenter de manière abstraite par des lettres, enfin ici c'est la fameuse jacobienne. Bon, ben, si vous considérez une action de dimension 3, c'est-à-dire le positionnement d'un repère dans le plan x, y, θ, ou bien le positionnement simplement en position d'un repère dans l'espace x, y, z, vous voulez que ce repère-là soit ici, qu'importe les orientations. Donc vous avez des contraintes ici, vous avez 3 contraintes. Vous avez un robot qui a l'espace articulaire qui est de dimension 7. Vous voyez, vous avez 7 ici. Et bien là, vous avez une matrice qui va vous dire que E1 ici, enfin la dérivée de E1, et en fonction des dérivées partielles ici de Q1, Q2, Q3, Q1, va prendre ces différents coefficients. Vous faites de la multiplication matricielle. Bien. Donc alors, on dit là, la conséquence de la redondance, et c'est là-dessus que je veux insister, qui est la difficulté, la conséquence de la redondance, c'est qu'il y a plusieurs choix possibles, c'est-à-dire la dimension de l'action est inférieure à la dimension de l'espace moteur. La matrice, elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Elle est rectangulaire. Alors, gros problème qu'on a, c'est le problème d'inversion. C'est-à-dire, on cherche à calculer la commande qui va réaliser l'action. Donc, on veut inverser ces matrices-là. Bon, eh bien voilà, là on fait de l'algèbre linéaire, voilà, c'est le problème de l'inversion de matrices rectangulaires. Eh bien vous apprenez ce que sont les pseudo-inverses de Moore-Penrose, l'unique matrice J+, qui vérifie toutes ces équations-là. Il y a des techniques de calcul, vous le faites. Bon, là on ne rentre pas bien sûr dans les détails, mais disons qu'il y a tout le matériel pour faire ça. Donc, à ce niveau-là, voilà quelle est la base mathématique sur laquelle on va pouvoir exprimer les actions d'un système anthropomorphe. Parce que là, c'est extrêmement abstrait. Ce que je voudrais, donc, c'est l'incarner, si vous voulez, sur les exemples des systèmes anthropomorphes. Alors, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de prendre les diverses contributions qui ont été faites, qui ont été dans l'équipe à laquelle j'appartiens, l'équipe GEPETO du LAS, et en collaboration aussi avec le laboratoire franco-japonais. Donc, ce sont des résultats issus des thèses récentes de Sébastien Dalibard, de Sovan Haq, d'Oussama Kanoun, de Layal Saab, et des collègues avec qui je travaille, Florent Lamiro, qui est directeur de recherche au CNRS, et Nicolas Mansart et Olivier Stas, qui sont tous les deux chargés de recherche au CNRS. Donc voilà ce qui a guidé voilà les mathématiques, si vous voulez, qui ont guidé les résultats maintenant que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur la puissance expressive du formalisme. Puissance expressive, je reprends ici une figure que j'ai présentée au cours dernier, où j'avais développé les 2 manières de saisir une pomme. Alors je le rappelle pour ceux qui étaient peut-être pas là. Donc vous avez ici Adam dans une représentation de Lucas Cranach, qui est très jolie, et on dirait qu'il hésite à prendre la pomme que lui offre Ève. En fait, vous voyez ce geste un petit peu dubitatif, là il se gratte la tête, est-ce que je dois la prendre ou pas? On pense qu'il est en train de penser aux conséquences de son acte. En fait, non, il est en train simplement de penser, est-ce que je dois le prendre avec un modèle allocentré ou un modèle égocentré? C'est tout, c'est ce qui le rend dubitatif. Et effectivement, alors, il a 2 possibilités. Il a un système de stéréovision ici, qui lui permet de positionner la pomme dans l'espace.
Hein, c'est un système de vision 3D, donc la pomme, elle est parfaitement située dans l'espace. Il connaît parfaitement son corps et il sait que si, pour atteindre ce point-là, il sait faire une fonction motrice qui lui permet d'atteindre le repère de la pomme qui est situé dans l'espace. Donc là, ça sera un modèle complètement allocentré. Il a une deuxième possibilité qui est de dire « Ah, la main n'est pas sur la pomme ». Et donc, dans son espace sensoriel, dans son espace visuel, ici, il va pouvoir simplement donner une consigne pour réduire cet écart dans son image, hein, l'écart qu'il y a entre la main et la pomme. Donc ça, c'est un modèle égocentré dans la mesure où il travaille dans un espace sensoriel, il ignore d'une certaine manière quelle est la dimension de l'espace ambiant, il travaille dans cet espace sensoriel, tandis que là, il a effectué tout un tas de transformations extrêmement savantes pour situer les objets dans l'espace ambiant. Alors il est bien clair qu'on travaille là-dessus, hein, essentiellement sur cet espace-là. Mais, encore une fois, vous avez les deux possibilités. C'est-à-dire, cette fonction d'erreur, vous pouvez la définir dans l'espace sensoriel ou dans l'espace physique. Exemple, bien, voilà un premier exemple ici de saisie, où le robot ne regarde pas du tout la balle, il s'en fiche, il sait simplement qu'elle est située dans l'espace et il s'approche le long d'un modèle allocentré. Donc là, on a fait simplement tourner effectivement les algorithmes que je vous ai montrés, ou je vous en ai simplement montré l'esprit, pour aller saisir la balle. Alors, deuxième exemple, et vous allez voir qu'il est quand même beaucoup plus riche, donc ça a été développé par Nicolas Mansart lorsqu'il était au laboratoire franco-japonais JRL. Regardez ici. Vous avez le robot donc, qui bouge et qui doit saisir la balle qui est ici, là, tout en marchant. Alors vous voyez que la tête ici, est simplement, il essaye de garder l'image de la balle au milieu de la caméra pour bien la situer et pour repérer la main ici qui va la saisir. Donc ici, j'ai extrait 3 séquences de vues en fonction des différents stades. Hein. C'est-à-dire que tout s'est passé ici, la fonction d'erreur s'est passée dans ce plan image. Et ne s'est pas passé, encore une fois, il n'a pas transformé la position de la balle dans un espace qui était plus grand. Donc vous voyez, mais ce qui a été utilisé, ça a été exactement le même formalisme dans les deux cas. Simplement, l'expression de la fonction d'erreur n'était pas la même. Bien. Alors voilà, puissance expressive, donc vous pouvez, avec ce matériel-là, travailler dans différents espaces. C'est vraiment ce qu'on attend d'une certaine manière des mathématiques, c'est qu'elles aient une généralité suffisante pour pouvoir faire nous-mêmes les choix de modélisation. Bien, alors, maintenant on a travaillé sur une action, mais finalement un système qui est redondant par définition, vous allez faire une tâche, ça laisse beaucoup de degrés de liberté. Je veux prendre le stylo qui est ici avec la main droite, mais pendant ce temps, je peux parfaitement me gratter la tête si j'ai envie de le faire. Hein, donc je peux avoir des compatibilités d'actions. Donc est-ce qu'il est possible de fusionner des actions? Alors la réponse est oui. Vous définissez donc une première action, donc il va se définir comme ceci. Vous calculez la commande grâce à l'inversion de la pseudo-inverse de la jacobienne, ici. Bon. Eh bien, est-ce qu'il est possible de définir une deuxième action? La réponse est oui. Votre deuxième action, vous la définissez d'une certaine manière indépendamment, mais vous allez utiliser cette formule-là. Cette formule-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, finalement, ma première action, c'était ça. Ici, je fais apparaître ce qu'on va appeler le noyau de l'action 1. C'est-à-dire, dans ce noyau-là, quel que soit le mouvement que le système va effectuer, il ne perturbera pas la première action, l'action 1. Donc vous avez le choix ici d'introduire une nouvelle action, action 2, alors si tant est que vous sachiez bien sûr définir ces matrices de passage, et là c'est encore une fois des résultats d'algèbre linéaire qui vous disent faites comme ça, hein, en gros, hein, vous faites tous ces développements et vous arrivez à ça. Alors voilà ce que ça va donner. Ici, dans cet exemple-là, vous avez d'abord le robot qui va prendre. Alors prendre, ici, prendre, ça veut dire amener cette main-là simplement en position ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le robot en même temps garde son équilibre, mais bon, il n'y a que la main qui bouge, mais il n'y a pas de raison qu'autre chose bouge. On lui a dit simplement
d'aller dans cette position-là. Hein, pas avec un modèle égocentré. Hein, simplement, c'est un exemple là pour dire, mais la main a cette position en absolu dans le plan. Puis vous lui dites de mettre la main et de regarder en même temps, hein, de regarder le même point, c'est-à-dire à la fois de mettre cette main ici et à la fois de regarder. Eh bien, de manière complètement naturelle, les deux mouvements vont se superposer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fusion des deux actions. Il n'y a pas une action puis l'autre, ce sont deux actions qui sont conduites simultanément ici. Bien. Alors, poursuivons. Jusqu'à présent, ce qu'on a sous-entendu, c'est qu'une action était définie par la mise à zéro d'une fonction d'erreur. Hein. Alors effectivement, si vous voulez poser un verre sans le renverser, vous pouvez dire, ajouter à la tâche, attention, il faut que le verre reste vertical. Hein. C'est-à-dire que la dérive à la verticale soit égale à 0, et bien voilà ce que ça va donner. Donc vous posez le verre en prenant bien soin de le maintenir horizontal. Eh bien, ce qui est tout à fait intéressant, et ça ce sont des résultats récents, c'est qu'il a été possible maintenant d'exprimer des actions comme des inégalités. Vous voyez, au lieu d'avoir une égalité ici, je mets une inégalité. Ce que je veux, ce n'est pas une fonction d'erreur égale à 0, je veux que cette fonction soit négative, simplement. Alors, regardez comment ça se passe ici, dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là, vous demandez au robot de regarder cet objet. Si vous prenez la méthode qui consiste simplement à mettre ce vecteur U dans la direction de P, ben vous ne verrez strictement rien parce qu'il y a un obstacle. Hein, donc, vous ne pouvez pas le voir. Mais donc, en fait, pour que vous puissiez voir cet objet, il faut que vous sortiez de ce plan-là, qui est le plan d'occultation que réalise la table sur l'objet. C'est-à-dire qu'il faut que vous déplaciez votre tête ici, mais ça m'est égal de la mettre ici, ou ici, ou ici, ou ici. Hein, vous voyez, c'est différentes positions possibles. Je veux simplement que la tête sorte du plan. Donc, ce n'est pas une position que je veux atteindre, c'est bien une position, mais qui vérifie une contrainte d'inégalité et non plus d'égalité. Et bien là, regardez ce que ça donne. Donc là, c'est regarde le verre sous la table. Et bien de manière tout à fait naturelle, façon de parler, hein, je ne sais pas si vous considérez ce mouvement comme étant naturel, mais en tous les cas, c'est un mouvement complexe où le robot se baisse tout en regardant, tout en s'arrêtant à partir du moment où il voit le verre. Donc, puissance expressive, expression des actions sous forme d'égalité, d'inégalité. On n'a parlé jusqu'à présent que de posture. Hein, vous vous souvenez, parce que la locomotion, j'en parlerai plus tard. Simplement une petite parenthèse sur la locomotion. Effectivement, la locomotion, si vous voulez, elle est difficile parce qu'elle fait intervenir les variables articulaires. Mais là, ça a été l'idée de mon doctorant Oussama Kanoun, une très astucieuse idée qui a consisté à modéliser, pour prendre en compte ce formalisme d'algèbre linéaire, à modéliser la locomotion comme étant une succession de pas, comme ça c'est assez normal, ce serait les pas que vous laissez dans la neige, là, en ce moment, quand vous marchez, et vous étudiez les relations possibles qu'il y a entre les pas, sous forme, finalement, de l'ensemble des possibilités, quand vous avez le pied droit qui est au sol, à quel endroit vous pouvez poser le pied gauche. Hein, vous ne pouvez pas le poser à l'autre bout de l'estrade, ça, ce n'est pas possible. Hein, mais vous pouvez le poser là, vous pouvez le poser là, vous pouvez le poser comme ça. Et en fait, vous pouvez considérer que ce pas, l'empreinte du pas gauche, est l'organe terminal d'un manipulateur, finalement, qui se balade et dont la racine est le pied droit. Mais en faisant ça, vous en rajoutez énormément de variables. Vous faites de l'hyper-redondance. Eh c'est précisément ce qu'il a fait. Et si vous êtes hyper-redondant, eh bien, vous allez pouvoir appliquer les techniques précédentes. Alors voilà comment ça se passe. Voilà comment fonctionne l'algorithme numérique. Attention, ce n'est pas le mouvement du robot. Hein. Ça, c'est l'algorithme de recherche numérique là, qui va développer les différents Q1, Q2, Q3, etc. Donc vous voyez, ça a glissé. Il n'a pas marché ici, il a glissé. Donc c'est absolument pas faisable. Hein. Mais vous allez récupérer maintenant les empreintes de pas pour lui faire tout simplement, ici maintenant, vous avez le plan, donc ça n'a pas été fait en temps réel, hein, si vous voulez, vous l'avez fait hors boucle, voilà. Et là, maintenant, vous allez utiliser ces empreintes de pas pour marcher, pour faire les petits pas en arrière, j'y reviendrai en conclusion, et pour faire donc cette saisie
qui n'était quand même pas très simple, puisque c'était une balle qui était située au sol et entre les pieds. Donc là, l'astuce a été de dire, ben, j'ai modélisé la locomotion comme un système redondant, et donc j'ai pu appliquer les mathématiques que je vous ai présentées précédemment. Donc voilà un exemple d'extension possible qui, je voudrais insister là-dessus, qui repose sur une très belle astuce. Et ce n'est qu'une astuce. Hein, par exemple, il est bien clair que ça ne rend pas compte de la locomotion humaine. Hein, c'est pas vrai, on ne fonctionne pas comme ça. Mais sur le robot humanoïde, là, on a pu faire ce petit résultat. Alors, autre extension sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est l'extension que j'ai évoquée à la dynamique. Pourquoi je ne vais pas m'en étendre? Parce que ça sera tout simplement le sujet du séminaire du 5 mars 2012, donc dans le cadre de ce cours, qui sera donné par Oussama Khatib, donc, qui est professeur à l'université de Stanford et qui a intitulé sa présentation donc, des robots et des hommes. Donc il reviendra sur ces aspects-là, sur l'extension dynamique de ça. Bien. Alors maintenant, je voudrais évoquer avec vous, donc là on a été un petit peu dans le détail de l'action et tout ça. Bon, je voudrais ouvrir un peu plus en disant, regardez ces mathématiques-là, à quoi ça peut servir. Je voudrais vous montrer quelques exemples, en particulier celui-ci. On considère la danse. Eh bien, la danse, c'est un problème d'inversion. Alors, c'est ce que je voudrais vous montrer ici par ces exemples. Alors, on s'est amusé, ou plutôt c'est Nicolas Mansart et Olivier Stas avec quelques doctorants du LAS. La mairie de Toulouse nous avait interrogés au moment de faire la fête de la science ce qu'on pouvait faire pour populariser un petit peu ces travaux. Donc, ils ont fait appel à un danseur de hip-hop, ici, hein, Tayeb, qui a créé une chorégraphie donc, pour danser avec le robot. Alors, vous avez ici Tayeb qui prépare sa danse, c'est-à-dire il va falloir qu'il explique au robot comment danser. Alors, comment lui expliquer? Eh bien, tout simplement, on a utilisé une technique qui sont des techniques de capture de mouvement. Ici, vous avez des caméras infrarouges qui observent les mouvements de danse du danseur grâce à des balises ici réfléchissantes qui sont repérées, donc qui enregistrent toutes les trajectoires de ces balises dans l'espace physique. Dans l'espace physique. Donc on a tout ça dans l'espace physique. Et maintenant, il va falloir dire au robot d'effectuer des mouvements analogues suivant une certaine chorégraphie. Donc il va falloir passer dans l'espace moteur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé ici lors du spectacle. Tous ces mouvements-là, donc, ce sont des mouvements qui ont été commandés par la synthèse des mouvements du danseur pour qu'il puisse après danser de manière synchronisée en fonction d'une chorégraphie que le danseur lui-même avait mis en place. Donc voilà, sur une musique, on aime ou on n'aime pas, je voudrais juste aller jusqu'à cette séquence où vous voyez qu'il y a des mouvements qui sont réellement dynamiques, qui ne sont plus quasi statiques hein, dans l'interaction qu'il y a entre les danseurs. Donc en fait, la danse, se pose ici le problème de... Alors, je sais qu'il y a des langages hein, pour la danse hein, qui vont codifier tout ça. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est comment essayer de synthétiser les mots de ce langage dans l'espace moteur du robot. Alors les Japonais sont excellents hein, là-dessus. Hein. Le professeur Ikeuchi, par exemple, de l'université de Tokyo, est en train d'enregistrer sur des robots tout un tas de danses traditionnelles japonaises. Vous avez carrément des systèmes de programmation de danse hein, de robots. Bien. Alors, un autre aspect que je voudrais mettre en évidence ici, c'est qu'on a, dans cette formulation-là, on a un certain degré de liberté, là, en particulier dans le comportement de référence que j'ai mis ici. Si donc je reviens à cette fameuse équation, la dérivée de E doit être proportionnelle à E, c'est-à-dire un comportement exponentiel, je vais avoir une décroissance exponentielle. Je vais aller très très vite vers le but. Si vous avez cette connaissance, hein, c'est comme ça qu'on programme les robots, regardez ce que ça permet de faire. Ici, je vais vous faire tourner un film et je vous demande
que fait le robot, hein, c'est-à-dire au sens de son action. Hein. Et je vous demande de comparer les deux animations. En gros, je vous délivre un tout petit peu. Ici, il prend une balle, et ici, il cherche à en prendre deux. Hein, une avec la main droite, donc la même ici, et là avec la main gauche. Regardez bien les deux films. D'accord ? Donc là, il saisit la balle qui est située en haut. Alors, pour bien analyser, regardez bien, est-ce que vous voyez une différence ? Hein, cette différence, elle est, quand je vous dis est-ce que vous voyez une différence, dans le mouvement, hein, dans le mouvement qui est effectué. Est-ce que vous voyez une différence entre cette saisie d'une balle ici et cette saisie simultanée de deux balles? Je vous mets au défi de voir une quelconque différence, parce qu'en plus, on s'est arrangé pour mettre la balle ici, en position terminale ici. Hein, et donc, vous rigolez en me disant c'est pareil. Hein, mais c'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas vrai. Je ne maintiendrai pas le suspense comme ça. Alors, c'est pas vrai. Regardez, maintenant, j'ai superposé ici les deux mouvements. Vous voyez qu'il y a des petites différences. Mais maintenant, bien sûr, là, vous me dites, oui, bon, il y a des différences. Non, mais ne me dites pas qu'il n'y a pas des erreurs dans la calibration des deux vidéos. Oui. D'accord, vous avez raison. Maintenant, je vais regarder les fonctions, précisément. Les fonctions, ici, qui amènent, qui, en fonction du temps, décrivent ici la distance à la position finale. Bien, vous en avez une qui a une décroissance exponentielle et une qui a une variation. À la fin, elle est exponentielle, mais au début, elle ne l'est pas du tout. Eh bien, là, il y a une action volontaire, alors que là, il n'y a pas d'action volontaire, c'est simplement la compensation qui est effectuée parce que le robot se penchait là, pour maintenir son centre de masse au-dessus du polygone de sustentation. Ce n'est pas l'action principale. L'action principale, elle est donnée par la main droite. Tandis que là, dans un mouvement qui est apparemment analogue, où on a dit explicitement au robot d'utiliser ses deux mains pour atteindre deux objectifs simultanément, ici, il y a une action volontaire, là, il n'y a pas d'action volontaire. Donc on arrive simplement par l'analyse très fine du mouvement et par la connaissance qu'on a a priori que ce système-là a été programmé en fonction de la réduction de manière exponentielle d'une fonction d'erreur, on est capable, en observant le comportement du robot, de déduire ce qu'il est en train de faire. Encore faut-il connaître ses lois. Je vais y revenir en conclusion. Donc ici, d'une certaine manière, j'ai dit que l'action volontaire est définie par une convergence exponentielle d'une fonction d'erreur. Bien. Alors, j'avance toujours sur une autre application que je trouve absolument merveilleuse, et je la resserre ici pour ceux qui ont assisté à la leçon inaugurale, donc ça sera une deuxième présentation. C'est les travaux du professeur Nakamura sur la modélisation musculo-squelettique, c'est-à-dire qu'ici, hein, vous vous souvenez, là on n'est plus en robotique, c'est-à-dire espace physique, espace des postures, espace moteur. Je vous ai dit, en gros, espace des postures, une trentaine de degrés de liberté, et espace des moteurs, une trentaine de moteurs, espace moteur, oui, une trentaine de moteurs pour le robot humanoïde, et à peu près 600 muscles pour la personne. Et je vous ai dit, on ne va pas s'intéresser à l'espace moteur, sauf là, dans cette incise-là. Il a fait la transformation jusqu'à l'espace moteur des 600 muscles. Donc vous voyez bien, espace physique, espace squelettique, espace des postures, et espace moteur. Donc l'espace physique de dimension 3, hein, dans lequel se réalise le mouvement, espace des postures et tout. Bien, et donc il a remonté en utilisant les mêmes principes de modèle inverse, il a remonté ça. Alors voilà ce que ça donne. Le mouvement est observé par des caméras comme précédemment avec la capture de mouvement, donc dans l'espace qui nous entoure, et toutes les transformations sont appliquées pour mettre en évidence l'activation musculaire en fonction du mouvement réalisé. Voilà donc le type de mathématiques là, qui sont utilisées. Vous pouvez faire un scanning.
Alors, je ne suis plus dans la notion inaugurale, c'est beaucoup plus détendu, donc j'en ai rajouté un deuxième exemple qui est l'exemple d'un batteur de jazz japonais. Alors, les flèches que vous voyez, c'est qu'il est sur une plateforme de force ici, hein, qui lui donne des informations sur la force. Alors, vous voyez exactement, là, ce qui est très intéressant pour les spécialistes, hein, quel est l'état de tension musculaire, en particulier au niveau de l'avant-bras, sur le type de rythme que vous êtes en train de réaliser. Là. Voilà. Et ça marche sur pas mal d'espèces du vivant, hein, puisque vous pouvez le faire aussi en lui mettant donc des petites balises à la souris. Vous pouvez reconstruire ici les mouvements de la souris. Bien, alors, j'en arrive vers la conclusion en disant c'est merveilleux, là. Qu'est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il reste de la recherche à faire, hein? Parce que, non, il y a quand même des limitations. Alors, les limitations, il n'y a pas de miracle, c'est celle-ci. Hein. J'ai dit, voilà en gros comment ça marche, on cherche le zéro d'une fonction. Mais on cherche le zéro d'une fonction simplement en travaillant dans les espaces tangents. C'est-à-dire on a à chaque fois une vue locale du problème à résoudre. Et ce qui peut, donc nos algorithmes de recherche travaillent à partir d'une information locale. Hein. L'algèbre linéaire, telle que je l'ai présentée, par définition, elle opère dans l'espace tangent, à l'espace des configurations. Et voilà ce qui peut se passer, c'est-à-dire vous cherchez le zéro d'une fonction, votre algorithme il est parti, le zéro est quelque part par là, mais à un moment donné, vous allez stagner dans un minimum local. Et là, ce n'est pas du tout le but à atteindre, donc vous ne résolvez rien. Là. Vous êtes très loin du but, donc il y a une limitation qui est intrinsèque à ces méthodes. Et si jamais vous voulez vous amuser à attaquer un problème assez complexe, hein, d'avoir un humain qui collabore avec un robot pour déplacer un piano, le fameux problème du déménageur de piano, qui sera l'objet du cours du 20 février, hein, c'est-à-dire où on vous montrera plusieurs techniques avec Jean-Claude Latombe, donc de l'université de Stanford, qui sont utilisées en algorithmique de la planification de mouvements. Eh bien, ces techniques-là, par définition, opèrent dans l'espace des configurations lui-même, c'est-à-dire cherchent à avoir une vue beaucoup plus globale, une perspective globale du problème de la planification. Décider, par exemple, s'il y a une solution ou s'il n'y en a pas, hein, ce que ne peuvent pas faire ces méthodes locales. Alors, ce sont des travaux, ça marche quand même. Hein. Regardez ici une petite animation. Alors, ce n'est pas sur un vrai robot, hein, mais vous avez donc un personnage ici qui collabore avec deux robots mobiles pour manipuler sans collision un piano là-dedans, dans ça. Alors bon, vous allez dire on s'amuse, mais on s'amuse aussi de manière sérieuse, puisque par exemple, ça c'est un problème qui nous avait été livré dans le cadre d'un projet ANR Perfer V2, où il s'agissait de simuler ici des opérations où deux opérateurs sont en train de coopérer entre eux. Je ne sais pas si vous voyez la position dans laquelle est cet opérateur, hein, sachant que voici des modèles 3D de cet espace-là. C'est-à-dire que là, des méthodes locales, il va dire je vais faire ça. Non, on est obligé d'évaluer la faisabilité de ce mouvement par des techniques de planification, et en particulier ce qu'on avait mis en évidence dans cet exemple-là, en utilisant donc nos algorithmes de planification et pas les méthodes qui précèdent. On avait vu qu'il y avait une solution possible avec une reconfiguration du coude dans un espace qui était constitué ici entre deux barres qui lui permettaient d'accéder. Enfin, bon, c'est des exemples tout simplement ici pour montrer qu'il y a tout un intérêt dans le prototypage virtuel de simuler les humains au travail pour voir les faisabilités et surtout les conditions de réalisation des différentes tâches. Bien. Alors, je reviens un tout petit peu, deux mots sur les lois du mouvement et l'action. Là, vous avez vu quand même l'extrême puissance là, dans l'exemple de la saisie de deux balles ou d'une balle, comment, avec l'analyse du mouvement, on a pu déduire ce que le robot faisait. Et je vous ai dit, bon, on a pris une décroissance exponentielle. Mais maintenant, on sait très bien qu'il y a d'autres lois qui sont possibles, qui qualifient le mouvement humain, et très certainement Alain Berthoz peut-être les évoquera tout à l'heure. Eh bien, si on connaît ces lois-là, on peut parfaitement les intégrer dans ce cadre mathématique pour pouvoir faire en sorte que les robots
et l'apparence d'agir suivant les mêmes lois que celles qui régissent l'homme. Alors vous verrez aussi dans la session sur la locomotion le travail qu'on a mené ensemble avec le professeur Berthoz sur la génération des trajectoires locomotrices. C'est-à-dire on est parvenu à mettre en évidence ces lois-là, qui sont à l'origine de la génération des trajectoires locomotrices, et ce sont des résultats parfaitement effectifs, parce qu'après on réutilise toutes les mathématiques qui sont là pour pouvoir très facilement programmer notre robot. Donc là, il y a une très belle synergie entre neurosciences et robotique. Alors, un autre exemple de synergie, c'est sur la question de la redondance, donc, que j'ai évoquée, qui est, là, donc j'y reviens, c'est l'image que vous avez vue. Donc, vous avez un problème de choix de la posture. C'est un problème qui est d'une extrême complexité. Vous avez un espace de dimension 30, et vous devez explorer cet espace juste pour choisir une configuration particulière qui réalise la tâche. Alors, si on y réfléchit, on va essayer de trouver des méthodes qui vont essayer de faire des heuristiques, de simplifier. Eh bien non. Ce que nous apprend la nature, et là encore, je pense que le professeur Alain Berthoz, ce sera une partie du sujet qu'il va développer tout à l'heure, et sur ce concept qu'il a introduit de simplexité, la question n'est pas de savoir comment simplifier l'action, mais de connaître la question et de savoir quelles sont les lois qui vont vous permettre de faire face à cette extraordinaire complexité, qui vont permettre de la réduire. Eh bien, tout simplement, là, ce que je vous ai montré, l'algèbre linéaire, là, simplement par les matrices de Moore-Penrose, sont des moyens d'inverser des problèmes et de vous donner des solutions tout à fait élégantes que vous pouvez parfaitement qualifier. Et alors, je voudrais revenir, pour conclure là-dessus, en développant sur cet exemple-là, revenir sur ce résultat que nous avons récemment établi. Ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est que le seul ordre qui a été donné au robot, ça a été de saisir la balle. Nous n'avons jamais dit au robot qu'il fallait faire des pas en arrière. D'accord ? C'est-à-dire que nous avons une seule tâche ici qui est très simple, aller chercher une balle. C'est très très simple. Il n'y a eu aucune simplification fonctionnelle qui aurait tenté de dire, par exemple, eh bien, recule et puis prends la balle. Non, c'est un seul mouvement qui mérite, à mon avis, d'introduire un nom en néologisme que n'ont pas les Anglais parce qu'ils parlent de embodied action, hein, d'action. Alors on ne peut pas dire incarnée parce que nous, c'est un peu trop connoté, hein, une action incarnée. Bon. Ce que je propose, c'est un néologisme qui soit une action incorporée, hein, qui signifie que à une tâche simple ici de saisie, c'est le corps tout entier qui y contribue sans se poser le problème de la complexité. Voilà, je conclus ici ma présentation, puisque ça va permettre de faire une transition avec l'exposé d'Alain Berthoz. Juste avant de lui passer la parole, je voudrais simplement rappeler que donc, lundi prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir Nicolas Franceschini, donc sur un thème qui sera rouler et voler, où je montrerai comment garer sa voiture, et Nicolas Franceschini vous parlera des insectes aux robots aériens. Je vous remercie.